sur ce volet, on doit avoir toutes les précisions concernant les éléments dont on a besoin pour traiter les demandes, notamment de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'orientation professionnelle. Donc, ces demandes sont nécessaires, bien entendu, quand il s'agit d'une première sollicitation adressée à la MDPH, mais également lorsque la situation médicale, administrative, professionnelle ou le projet de la personne a évolué depuis une précédente sollicitation. Donc, ça peut être une demande de renouvellement ou de révision des droits, de reconnaissance travailleur handicapé, d'orientation professionnelle, mais également d'allocation à lutte handicapée, parce qu'il faut savoir que pour toute demande d'AAH, l'évaluation, elle doit porter également sur le positionnement de la personne au regard de l'emploi. Donc, la première page de ce volet D concerne les personnes qui sont en situation d'emploi. Donc, ces personnes, elles sont potentiellement en risque de rupture de contrat pour inaptitude professionnelle. Donc, pour l'équipe d'évaluation, pour la MDPH, il s'agit de dossiers qui sont à prioriser pour éviter tout risque de désinsertion professionnelle. Donc, cette partie, elle doit être renseignée avec précision, tant sur la nature de l'emploi, sur le type de contrat de travail. Par exemple, si la personne elle exerce un contrat à temps partiel, il est nécessaire de joindre une copie du contrat de travail à la demande adressée à la MDPH. Sur cette partie, on doit aussi pouvoir identifier les difficultés que l'on rencontre dans l'exercice de l'activité professionnelle, tant au niveau des limitations d'activité, des tâches qui sont devenues difficiles, voire impossibles à réaliser. Lorsque la personne, elle fait valoir, puisque la case est prévue, que le poste occupé est adapté, il convient de préciser quand même si des aménagements ont pu être mis en place et quelle est leur nature. Donc, ça peut être des aménagements ergonomiques, des aménagements organisationnels. Donc, cette précision, elle est importante parce que effectivement, une personne qui solliciterait une reconnaissance travailleur handicapé et qui ferait valoir que son poste de travail est adapté et qu'il n'y a pas de besoin d'aménagement, on pourrait s'interroger sur le sens à apporter à cette sollicitation. Il est aussi important de bien mentionner sur le dossier les coordonnées de l'employeur, donc la dénomination commerciale, l'adresse de l'employeur. Et ces notions, elles vont nous permettre d'identifier les situations pour lesquelles on va pouvoir croiser des informations avec nos partenaires du maintien dans l'emploi. Donc, ça peut être le service social de la CARSAT, ça peut être Cap Emploi Maintien et ça peut être aussi les services de médecine de prévention. Et ça permet, in fine, après avoir croisé ces éléments, d'avoir éventuellement présenté le dossier en équipe avec nos partenaires, de pouvoir prendre des décisions qui seront partagées par l'ensemble des parties. Alors, lorsque l'employeur n'est pas domicilié sur le département de la Loire, on est parfois en difficulté pour pouvoir croiser les informations, puisque nos partenaires, ils ont parfois une compétence qui est strictement territoriale. Alors, il y a un bémol quand même, c'est qu'on a des personnes qui travaillent pour des entreprises nationales, voire des groupes internationaux, mais avec des structures qui peuvent avoir un établissement sur le département de la Loire. Donc, à ce moment-là, bien noter, en plus de l'employeur, dans quel établissement la personne elle travaille, ce qui permettra pour nous d'avoir plus de facilité pour croiser les informations avec nos partenaires. Donc, les personnes qui sont en situation d'emploi, elles doivent compléter leur dossier d'une fiche d'aptitude médicale. Donc, c'est ce qui est identifié au travers du cadre rouge. Et on demande à ce que cette fiche d'aptitude médicale, elle puisse être complétée d'une fiche de santé au travail qu'on vous présentera en fin d'intervention. Au bas du document, toujours sur la page précédente, hein, sur la dernière partie du document, on a une partie qui porte sur les personnes qui sont en arrêt de travail. Donc là aussi, c'est important de préciser quelle est la nature de l'arrêt de travail, puisque ça peut être un arrêt de travail maladie ordinaire, mais ça peut aussi être un arrêt au titre de la maladie professionnelle, d'un accident du travail. La personne, elle peut aussi être en temps partiel thérapeutique, puisqu'aujourd'hui, on peut mobiliser ce dispositif sans passer au préalable par un arrêt maladie ordinaire. Et puis, on a des personnes qui nous sollicitent après une période d'inactivité parce qu'elles sont tout simplement en congé maladie ou en congé parental.
Donc, toujours sur cette partie, après on passera à la page suivante, bien mentionner si des contacts ont déjà eu lieu avec le service social de la caisse de retraite, donc majoritairement c'est le service social de la CARSAT, hein, ou avec le service de médecine de prévention, ce qui va nous permettre de voir un petit peu où la personne elle en est aussi dans son cheminement et vers qui on peut aller chercher des informations complémentaires. Donc, la page suivante, qui est la page 14 de notre imprimé, elle porte sur les personnes qui ne sont pas en activité professionnelle. Donc là, il faut bien préciser, on n'est pas en activité professionnelle quand on n'a pas de contrat de travail actif, c'est-à-dire qu'une personne qui est en arrêt maladie, elle remplit la page précédente, elle ne remplit pas cette page-là en tant que telle, hein. Et la situation, elle vaut au moment du dépôt de la demande auprès de la MDPH. Donc là aussi, il est important de préciser quelle est la durée d'inactivité, les raisons de cette inactivité. Est-ce qu'éventuellement il y a des accompagnements à l'emploi qui ont pu être mobilisés soit par les partenaires du service public de l'emploi, donc France Travail, Cap Emploi, les missions locales, ou au titre du RSA. Pour l'équipe d'évaluation, il faut quand même savoir que le regard, il va être différent. Si on est dans une situation d'une personne qui n'a pas travaillé depuis 10 ans, 15 ans, voire un peu plus, ou si on est face à une personne qui vient de valider une rupture conventionnelle parce qu'elle rencontrait des difficultés dans le cadre de son maintien dans l'emploi et que, en fait, sans qu'aucun des dispositifs d'accompagnement n'ait été sollicité, elle a été soit poussée, soit elle a été demandeuse pour s'engager sur une rupture conventionnelle. Au titre des outils mobilisables au niveau de l'évaluation, nous avons accès à la base de données de France Travail qui s'appelle le DUD, le dossier unique du demandeur d'emploi, hein. Donc, on y a accès uniquement pour les personnes qui sont sur le territoire départemental. Et ça va nous permettre de disposer d'informations complémentaires sur le parcours de la personne et sur les difficultés qui ont pu être rencontrées et qui sont retracées dans les différents entretiens qu'elle a pu avoir avec ses conseillers. Et lorsque la personne elle est accompagnée au titre du RSA, ben, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir disposer d'un bilan d'accompagnement qui permettrait de retracer le parcours de la personne et les actions qui ont déjà pu être mises en œuvre au titre de l'insertion socio-professionnelle. Parce que c'est vrai que on a régulièrement des bénéficiaires du RSA qui nous sollicitent sous la double porte d'entrée allocation à lutte handicapée et RQTH plus orientation professionnelle, avec des situations qui parfois sont accompagnées au titre de l'insertion socio-professionnelle depuis quelques années et où en fait on n'a pas d'éléments d'appréciation pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu être proposé, quelles ont été les difficultés rencontrées dans ces accompagnements et pourquoi, in fine, la personne n'a pas débouché positivement sur l'emploi. Et c'est vrai que si on avait ces éléments-là, on pourrait gagner du temps et être plus efficace dans les décisions à prendre. Donc, Je de te presse manière un peu, Yvan, parce qu'il faut que voilà, le temps tourne. Je suis désolée. tout à fait. Donc, de manière similaire, lorsqu'un partenaire il aide un usager à formuler ses demandes, il serait également opportun qu'on ait bien un bilan d'accompagnement qui permette de repositionner son intervention et les difficultés rencontrées. Donc, sur la page suivante, la page 15, au niveau du dossier, donc c'est celle d'avant, puisqu'il y avait deux pages, il me semble, sur la slide, hein. Donc, c'est une page qui permet de retracer le parcours professionnel de la personne. Donc là, il est important de bien noter toutes les expériences ainsi que les différentes formations qui ont pu être suivies, parfois validées, mais pas toujours. Et en fonction de la situation, la transmission d'un CV peut être à privilégier. Donc, être vigilant quand les personnes elles nous sollicitent et que pouvez les accompagner, que quand il y a un CV qui vient en complément de ces informations-là, que tout soit bien cohérent, ce n'est pas toujours le cas. Et on se rend compte aussi régulièrement que d'une sollicitation à l'autre, les parcours sont parfois différents.
Et lorsqu'un bilan de compétences a pu être réalisé, parce que ça arrive, hein, qu'il y ait des bilans de compétences avant que la MDPH soit sollicitée, ou lorsqu'une action a été engagée et que cette action a donné lieu à la remise d'un compte rendu, ben, ça serait important que ces éléments soient aussi joints à la demande qui nous est adressée. Donc, la dernière page, donc c'est la page 16 de notre dossier. C'est la libre expression de la personne sur son projet ou ses projets professionnels et aussi les attentes qu'elle peut avoir vis-à-vis de la MDPH, notamment lorsque les accompagnements qui ont pu être mobilisés préalablement ont permis d'élaborer ou d'invalider un projet de reconversion, par exemple. On a la dernière diapositive que j'évoquais tout à l'heure, donc sur la page suivante, qui porte sur cette fiche liaison santé au travail qui a été élaborée il y a quelques années déjà, conjointement entre les équipes de la MDPH et les services de santé au travail ligériens. Donc cette fiche, elle est utilisée par tous les services concernés et elle complète l'avis d'aptitude ou d'inaptitude qui est remis par les médecins du travail lors des visites périodiques ou à l'occasion des visites de pré-reprise suite à un arrêt maladie, parce que ces documents-là, avis d'aptitude, d'inaptitude, sont très succincts et sans forcément toujours bien détailler ou identifier les difficultés rencontrées par la personne dans l'exercice de son activité professionnelle. Donc la fiche que nous avons finalisée, elle se décompose en deux parties. Il y a une première partie qui porte, donc c'est celle qui est sur la gauche de votre écran, elle porte sur les informations qui ne sont pas soumises au secret médical, puisque les référents à l'insertion professionnelle dont je fais partie ne sont pas habilités à avoir accès aux éléments médicaux des dossiers. Donc ici va figurer des éléments d'identité du salarié, ses coordonnées, celles de l'entreprise, la description précise du poste de travail et l'ancienneté dans l'entreprise. Donc ce n'est pas forcément l'ancienneté sur poste, c'est l'ancienneté dans l'entreprise. On saura aussi par le biais de cette fiche s'il y a un arrêt en cours, un arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle et la date de survenue de cet arrêt. Éventuellement, s'il y a déjà une invalidité qui a pu être posée ou une déclaration de maladie pro, on le saura. Et sur cette première partie, le médecin, il va détailler les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle et il pourra aussi préciser si un signalement a pu être établi, soit auprès de Cap emploi maintien, soit auprès du service social de la CARSAT notamment. La Parfait. seconde partie, et après j'en ai fini, porte sur les informations qui sont soumises au secret médical. Elles vont être rapprochées dans le cadre de l'étude de la situation sur les éléments qu'on aura par ailleurs recueillis par le biais du ou des certificats médicaux, aussi des comptes rendus médicaux qui vont être joints à la demande de la personne. Et cette fiche, elle est particulièrement importante parce qu'elle va permettre d'obtenir des informations qui permettront d'objectiver un petit peu les difficultés que la personne elle rencontre dans l'exercice de son activité professionnelle. Et c'est cette notion-là qu'on met en avant quand on attribue une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.